وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله 1500 feet of North Key West Bank. شكرا كابتن أحمد. L'Égypte est un pays carré de 1000 km de côté. Et 4% seulement, en vert sur la carte, sont habités. Cependant, il n'y a pas que le Nil, les pyramides ou la vallée des rois. Nous partons dans le jaune, car aujourd'hui l'exploration de l'Égypte se tourne vers les sables, vers le Sahara. Un désert qui a contribué aussi à l'histoire pharaonique et à l'aventure humaine. Chef d'expédition, le colonel Ahmed Mestikaoui, ancien responsable des frontières avec la Libye et le Soudan. Notre but se trouve aux confins de l'Égypte, au sud-ouest. C'est le Gilf Kebir, la grande barrière. Ce plateau rocheux abrite, dit-on, la légendaire oasis de Zarzora, un fantasme d'explorateurs sahariens dont Théodore Monod, le plus infatigable d'entre eux. Zarzora, c'est également le nom choisi par Mestikaoui pour son agence un peu particulière. Au Crétacé, 80 millions d'années d'ici, l'océan inondait ces lieux devenus étranges, un abysse de planètes décharnées, atomisées. Très tôt, je savais que le Sahara cachait des secrets incroyables. Déjà la mythique Zarzora, la ville blanche, et aussi l'armée perse du roi Cambyse qui, selon Hérodote, sera avalée par les sables. Heureusement, je n'ai rien trouvé. Si le désert perd ses mystères, ce n'est plus un vrai désert. Pour moi, le désert est un remède contre les bruits citadins, sonores et visuels. Si le sommeil repose le corps, le silence repose l'esprit. Le désert donne aussi de l'espace à la réflexion, très utile pour se ressourcer. Je vous l'ai dit, Ahmed Mestikaoui est militaire. Son organisation l'est aussi. Et il faut bien cela dans le désert. Il peut être mortel à celui qui le prend à la légère. On met les voitures comme ça. Les 3 voitures. Cambyse y a bien perdu toute son armée. 50 000 hommes sous les sables. Vous pouvez mettre les tons là. Et là. Le désert, pas d'hôtel et 1000 étoiles, et aussi 1000 grains de sable. Rien d'autre. C'est un voyage en soustraction qui oblige à l'autonomie. Le désert offre du silence, du temps et de l'espace. Des luxes modernes, rarement accessibles, quasiment utopiques. Et puis, aspect non négligeable, le désert renforce la convivialité des hommes. بيحللوا حاله والدكاتره بيحللوا حاله مات المريض دلوقتي وهيتدفع راس الحمل. ابص كده حضرتك؟ ايه؟ ابص كده؟ انا مش عايز ابص كده. واحده واحده. لونز فين؟ ورا مطار الداخل فانت هتفوق عشان بيجري سريع اقف عندك داخل موت عامل ايه طيب هنزل اجري معاك الله ينور عليك الله ينور عليك ازاي ما انا اروح على المهم قال له ماشي قال له ايه وبعدين بقى ايه
شويه عايز ارجع بقى. Alors, bonjour à tout le monde, une nouvelle belle journée dans le désert. Je suis le extra-colonel Ahmed Mstikawi et j'étais le responsable de surveiller le désert de l'ouest de l'Égypte. Après ça, je suis sorti en retraite et j'ai commencé à faire des tours pour voir et se balader dans la beauté de ce désert. Le nord avec nous, il est par là. L'ouest, le voilà. L'est comme ça et tout est par là. Nous, on a commencé du Caire, on est arrivé à l'oasis de Bahareya. Après ça, on est parti vers Bir Abou Minkan, qui se trouve là. Puis Abou Ballas. Abou Ballas, le père des jarres, un lieu que l'homme a anticipé pour sa survie. Un antique dépôt de cruches d'eau, une station-service entre deux étapes caravanières. Utile sans doute au raid des Toubous sur l'oasis de Dakhla. Peut-être même qu'Ambize a-t-il profité ici d'un dernier ravitaillement en eau. Mais d'où viennent ces poteries? La réponse se trouve 250 km plus au nord. Dans l'océan de sable, quelques îlots de verdure s'obstinent. Ce sont les escales, les oasis. L'eau y est toujours abondante. Avec plus de 600 sources naturelles, Dakhla est la plus pittoresque d'entre elles. C'est ma favorite, la plus authentique. Elle a préservé beaucoup de son habitat original de terre crue. هسخنه في مشوار اليوم دلوقتي. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الأمير إبراهيم جور. De la terre, Dakhla tire son art de la poterie. Une tradition millénaire, certainement à l'origine du dépôt d'Abou Ballas à 5 jours de chameau sur la piste du Gilf Kebir. Le potier utilise toujours le tour manuel et le four à double chambre. De ses mains, il façonne des gargoulettes, des jarres à huile, des cruches qui, grâce à leur porosité, conservent la fraîcheur de l'eau. Malheureusement, cet artisanat disparaît. Le plastique vient remplacer la terre. Il ne reste qu'un seul atelier familial en activité. Le foyer du maréchal Ferrand est lui aussi en danger d'extinction. Les nouveaux outils chinois envahissent le souk. Si les oasis étaient les derniers refuges des savoirs anciens, ils s'estompent maintenant devant l'avancée de l'asphalte et de la mondialisation. Dans l'atelier de tissage, un seul métier s'agite encore. Les caravanes ne passent plus. Juste des camions et des bus. Les tapisseries se sont folklorisées vers le tourisme. Dans ces conditions, parler de commerce équitable est une utopie d'occidental. Expliquer cela à la réunion des artisans. Wish you all the best for the rest of your life, full of health and peace. Because if you have this both, you have everything. It was a dream for me to build a house like that. I never study art or architect. And because I don't like the concrete house, that's why I built this house to keep my oasis like an old culture. Except the room behind you, that's my room. My soul, my dreams, my thought, I love this room. Comme beaucoup de poètes ou d'artistes,
Badr Abdel Moghni, que je connais depuis plus de 25 ans, est un homme tourmenté, torturé. Il est conscient de la contraction du futur. Il observe les changements, la dégradation, l'appauvrissement. Avec son art, il se bat pour la légitimité d'un mode de vie. I love my Oasis so much. I love every single old, especially the old people, the old traditional, the old culture, especially the old culture. I like it so much. Alhamdulillah. Bien que reconnu hors d'Égypte, Badr, artiste anachorète en fait, ne se sent bien que dans cette famille de peinture et de sculpture qu'il a fait sienne. Quelle est la frontière entre désert et oasis? Vous pouvez penser que c'est l'eau. Non, c'est l'homme. L'oasis est une île cultivée, un relais, une étape, un carrefour. Et pour les habitants, le centre du monde. Car il faut le savoir, l'Oasien ne va pas dans le désert. Et irait-il, puisque pour lui, il n'y a rien. Le désert définit ses frontières. Dakhla compte 4000 habitants, principalement des bédouins agriculteurs d'une très grande gentillesse. Ce sont les fellahs, les paysans. Ici, la vie est la plus saine d'Égypte. L'hygiène est meilleure, l'alimentation plus équilibrée. Ils vivent 20 ans de plus que les paysans de la vallée du Nil. Une vie simple, mais une vie remplie, avec un partenaire à plumes, le héron garde-bœuf, Sadiq el-Fellah, l'ami du paysan. Seul fleuve au monde à couper un désert, le Nil est régulé par le barrage de Nasser. Mais, pour doubler les terres cultivables, Moubarak a voulu détourner les eaux du Nil vers les oasis. Projet pharaonique et contre nature, car des lacs imprévus sont apparus. L'eau s'évapore plus vite qu'elle n'arrive, et elle se salinise, ce qui favorise la désertification. Aujourd'hui, faute de finances, les travaux ont ralenti. L'Égypte est condamnée à s'en sortir. Mais il lui faut des solutions qui n'aggravent pas les inégalités, sous peine d'engendrer de nouveaux printemps arabes. L'irrigation est une obligation. L'eau est la garantie immédiate de la survie humaine. Et la désertification progressive nous en rend davantage conscients. Les oasis étaient bien connues des pharaons. Gouvernées dès l'Ancien Empire, elles ont servi de réserves agricoles et de bureaux de taxes caravanières. Des hiéroglyphes, très stylisés parfois, attestent de cette occupation. Les fouilles et les vestiges remontent aux premières dynasties. Dakhla était tenue en haute estime
L'oasis fournissait dattes et vins à l'Empire. Son gouverneur, Gentika, était soigné aux petits oignons. Son mastaba est richement décoré, des peintures murales étonnantes de fraîcheur. كم متر عمقها؟ يعني تخش لها ب 11 متر والثانية زيها برضه بس دي الأساسية. طب التانية مقبرتني؟ الثانية أما بيبي. وده المركب دي وده مكان عايشين في البحر يعني وقاعد حلو يعني مش وحش. وصورات كتير قاعد حلو. La nécropole d'Al-Muzawaka abrite des tombes plus récentes, aux influences grecques et romaines. Moyennant le bakchiche d'usage, le concierge exhibe quelques momies de béliers et humaines. Il y a 25 ans, j'ai eu la chance de photographier ces étonnantes sépultures avant que les plus belles momies ne désertent l'oasis pour les musées. 2 tombes de Muzawaka sont décorées. Cependant, les canons pharaoniques s'effacent peu à peu. Dégénérescence du style, archaïsme d'une culture touchée par de nouveaux mondes. La transition des civilisations s'observe certainement mieux dans les oasis. Le fort romain de Douche surplombe l'antique voie chamelière du Darb El Arbaïn, la piste des 40 jours. Jusqu'au début du XXe siècle, elle était tristement réputée pour acheminer les esclaves du Darfour. Le fort romain est construit autour d'un temple pharaonique dédié au couple Osiris-Isis. Cette dernière, dans la nouvelle religion qui émerge, sera longtemps assimilée à la Vierge Marie. Les Romains ont beaucoup investi sur le Darb el Arbaïn, importante voie commerciale très fréquentée. Or, ivoire, épices, vin, peau et plumes, animaux pour le cirque et bien sûr les esclaves. Pour sa protection, mais aussi pour taxer les caravanes, les Romains rénovèrent les temples égyptiens en forteresses douanières. Une archéologie balbutiante libère ces citadelles des sables. Aujourd'hui, le Darb el Arbaïn est abandonné. Mais le village de Chalatine a repris le commerce chamelier. Les Bédouins Ababda contrôlent la zone. Ils seraient les descendants des antiques Blémises, ceux qui ont fait peur aux Romains. Arrivés à Pate du Soudan, âprement marchandés ici, les chameaux continuent en camion vers les souks de la vallée du Nil. 1000 à 2000 chameaux chaque jour, pour la viande surtout, parfois comme bêtes de trait ou monture pour les touristes aux pyramides. Il n'a qu'une bosse, c'est un dromadaire. On dit chameau quand même. Animal captif et entravé, mais toujours hautain, obstiné et sûr de sa supériorité. Un sale caractère. Le nomade s'y est habitué. Une relation singulière depuis 3000 ans. Il porte et se transporte et constitue une réserve de lait et de viande sur la piste. Pas étonnant qu'il ait acquis ses lettres de noblesse au Sahara. لا لا نمزع الخلقات 15 ينفع الفيلم ده ولا ما ينفعش؟ لا ب 12 ونص لا يدك هتعرف الله يبارك الله يبارك. Mais ici, l'indissociable et légendaire couple chameau-homme, c'est difficile à croire. Des traitements choquants et inutilement cruels à notre sensibilité occidentale. Pourtant, à y réfléchir, ces bêtes ne sont ni plus ni moins maltraitées que nos vaches, porcs ou poulets en batterie.
L'équipe de charge reçoit 100 livres, 12,50 €, à se répartir par chameau entassé dans la benne. Ajoutez le prix du transport. À la frontière soudanaise, un solide chameau coûte 1 000 € et le double arrivé au Caire. Par tradition, les chameaux, c'est une marchandise de nomades. Ici, les Bédouins à Babda, à l'interface de deux frontières. Ces Bédouins boivent le gabana, un café vert torréfié, moulu au mortier, mélangé de gingembre et cuit dans la jarre traditionnelle. Une préparation minutieuse. 3 minuscules tasses de porcelaine, c'est la dose. Une boisson surtout sociale. Ils sont pauvres et fiers, ces Bédouins, jamais misérables. L'État égyptien a voulu les sédentariser. Ils ont reçu des maisons près d'Assouan, l'eau et l'électricité. Mais trop chaude en été, trop froide en hiver. Ils ont fermé les cases de béton et sont revenus avec leurs chèvres. S'ils vivent ici, c'est par choix. Je crois que les Bédouins ont peur, non de la sédentarité, mais du matérialisme. La propriété est l'asservissement du sédentaire. Le nomade, lui, ne possède que ce qu'il peut transporter, et il offre le peu qu'il a. J'ai aimé cette frugalité des hommes du désert, leur économie de moyens, et j'ai aimé ces longs rituels du thé, instants suspendus qui rendent consistant leur hospitalité. Archéologiquement, toutes les religions sont périssables. En l'an 43, avec l'arrivée de Saint Marc, s'installe le christianisme. Ce sera l'église copte, un nom qui signifie égyptien. Pour éviter les persécutions du début, les coptes émigrent vers les oasis. Bagawat est l'un des plus vieux cimetières au monde. Plus de 800 chapelles funéraires. Beaucoup des croyances chrétiennes nous viennent d'Égypte. L'enterrement des défunts, la survie après la mort, le jugement pour mériter l'au-delà. Du reste, jusqu'à l'arrivée de l'islam, les premiers évêques se faisaient momifier. La mutation de religion se marque bien dans les oasis. Pas de rupture réelle en fait, mais une transition dans la perception de l'immortalité. L'ornementation n'a plus le panache pharaonique. Des fresques illustrant des épisodes de la Bible, l'Annonciation faite à Marie, l'arche de Noé en forme de barque égyptienne, l'exode des Hébreux et les soldats de Pharaon représentés avec des bonnets phrygiens. Mais regardez, autour d'Adam et Ève, on distingue des signes astrologiques qu'on trouvait déjà chez les anciens Égyptiens. Transition encore. Héritage des premiers ermites, des monastères se cachent au creux des wadis asséchés. Balzac disait « Le désert, c'est Dieu sans les hommes ». Et c'est dans le désert que sont nées les religions révélées. Moïse, Jésus, Mahomet. Des traversées ou des retraites, des voix et des visions, des révélations. Peut-être l'ermite est-il en quête de spiritualité ou de martyr, mais en vrai, il fuit l'humanité. De nos jours, son refuge voit pourtant débarquer des hordes de pèlerins et d'admirateurs. Les Coptes, ou chrétiens d'Égypte, représentent plus de 10% de la population. Minorité religieuse opprimée.
citoyens de seconde zone, écartés du pouvoir. Ils ont cependant une activité sociale très importante, surtout dans l'éducation et la santé, ce dont l'Égypte a le plus grand besoin. À l'heure de l'Internet, les moines se branchent sur les réalités du monde. Leur illustre patriarche Anachorète doit s'en retrouver tout chamboulé. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله 600 ans après Saint-Marc, l'Égypte est conquise par l'islam. Et 600 ans encore, Cheikh Hassan el-Chazli, un saint anachorète, décède dans l'aride désert oriental. Il est le fondateur d'un ordre soufi qui se définit par l'ouverture et la tolérance. Ici, la toute nouvelle mosquée. Elle abrite son mausolée, lieu de pèlerinage annuel. Curieuse habitude d'ailleurs des hommes que de pèleriner sur la tombe de ceux qui les ont fuis. Hassan et Chazli auraient introduit le café en Afrique du Nord, donc vers 1250. En croquer les grains lui permettait de veiller pendant ses longues méditations nocturnes. Et cela explique le gabana, proposé à l'entrée de la mosquée. Excusez-moi, je parle trop, mais il n'est pas fréquent de rencontrer quelqu'un qui, comme vous, puisse ouvrir son âme aux vibrations du désert. Je n'ai aucune crainte d'affirmer que parcourir un désert est aussi un voyage aux sources de l'humanité. Puis-je vous rappeler le but de l'expédition, le Gilf Kebir? Je songe toujours à Zarzora, oasis imaginaire, un mirage qui ne cesse de reculer. Pour cette quête, même utopique, il faut assurer l'autonomie la plus complète, 15 à 20 jours d'essence, d'eau et de nourriture, plus le GPS à la cartographie précise et le téléphone satellitaire. Le colonel Mestikawi a tout ce qu'il faut. Et de Abu Ballas, on est rentré comme ça, et puis on est rentré ici, et on a passé à Wadi Hamra. Le Wadi Hamra est l'une des portes d'entrée du Gilf Kebir. Au bout de la piste rouge, on trouve des traces de pasteurs nomades. Elle date de l'Antiquité saharienne, vers le 10e millénaire avant notre ère. Si l'on en croit les gravures, il y avait alors une savane avec des girafes, des singes, des autruches, et des hommes bien sûr, pour en témoigner. Depuis longtemps, il y avait plusieurs explorations et explorateurs qui ont découvert des bels endroits dans le désert, comme la grotte de Wadi Soura, qui était découverte par Al-Mashi, Laszlo Al-Mashi. Le comte Al-Mashi est cet explorateur romancé du film Le patient anglais. Il a découvert la grotte dite des nageurs. D'une belle densité en dessins rupestres, elle représente des silhouettes paraissant nager. Et quelle que soit l'explication avancée, il faut bien que le dessinateur ait connu encore assez d'eau. Et j'étais au mois d'avril
en 2002. Et en regardant en haut, j'ai trouvé une grotte, à cette hauteur-là à peu près. Et je suis monté sur le sable et j'ai découvert des dessins préhistoriques. Les deux grottes se trouvent dans le Wadi Soura, l'Oued aux images. Quelques fresques préfigurent les mythes mortuaires pharaoniques. Des personnages doubles comme s'ils passaient dans l'autre monde. Des chimères animales sans tête qui paraissent avaler les trépassés. Cela s'explique. L'assèchement progressif pousse les Sahariens vers le Nil. Ils y importeront leurs croyances. La culture pharaonique doit beaucoup à la civilisation du désert. Depuis ce temps-là, je fais les tours dans le désert et j'essaye toujours d'explorer quelque chose de nouveau. Des pierres travaillées, une autre grotte avec des dessins et j'espère de trouver des choses de plus en plus. C'est vrai que le désert est rempli de choses étonnantes. Ainsi ce fameux ver libyen, cher à Théodore Monod, un ver naturel d'origine mystérieuse. Probablement de la silice fondue par l'impact d'une météorite. Des bidons d'essence abandonnés depuis près d'un siècle par les premiers explorateurs. Cette ferraille sert maintenant de point GPS de référence. Bon, pour où on est, qu'est-ce qu'on va faire? On est parti le matin, on a pris cette piste-là, comme ça. On est rentré entre les deux, comme ça, sur le rouge. Et nous maintenant, on est à peu près là. Là, c'est au milieu de nulle part, dans le grand océan de sable. Des cordons dunaires à n'en plus finir. Des obstacles pour s'enliser. D'accablement, on jetterait bien une bouteille à la mer. D'autres y ont pensé, elles contiennent des missives léguées au suivant. Le vent sec a tout pouvoir. Il crée ou détruit, gangrène ou sculpte. Mieux que la mort, il peut ensevelir toute vie. Il faut apprendre à flotter sur la surface. Sable dur, sable mou, ce sont les courants qui nous entraînent au large ou au fond. Le premier ensablement est un jeu. Les suivants, des naufrages. Un désert tel qu'on le rêve, du sable à l'infini. Et pourtant, si peu de vie. L'eau est un mirage, la pluie une utopie. Et même s'il y a orage, il sera craquant et sec, surgissant déferlante, en raz de marée, que l'armée de Cambyse en route pour l'oasis de Siwa n'a pu éviter. Siwa, une destination qu'il faut avoir choisie, le lieu habité le plus confiné de l'Égypte. Si Cambyse ne put y arriver, Alexandre le Grand s'y fit couronner pharaon par l'oracle de Zeus Ammon. Au milieu de la palmeraie se cache le temple de l'oracle. On dit qu'Alexandre a demandé à être enterré dans l'oasis. Une énigme, un mystère. Une autre découverte à faire. Les Siwans adorent leur oasis. Autour, c'est un pays vide et hostile, le pays des Arabes et des Bédouins. Car eux, ils sont berbères, les seuls de toute l'Égypte. Ils se réclament de la tribu des Anatta, des traditions bien spécifiques. Ainsi, les femmes, par exemple, recluses derrière des murs de pisé et de sel. Elles sont drapées de tissus brodés,
au point d'être appelées les tentes volantes. J'ai connu Siwa avec des charrettes, une oasis de quiétude et de bien-être. Mais la vie s'accélère. C'est maintenant l'asphalte, la télévision, Internet et des pick-up tout-terrain. Ce n'est pas un refus de cette évolution, mais j'espère seulement qu'elle n'appauvrisse pas l'homme, ni ne le coupe de ses origines. Pour grandir, l'homme, comme l'arbre, a besoin de ses racines. Autour de la source de Cléopâtre, un bassin d'eau chaude naturelle où la reine se serait baignée. Les échoppes à thé et à souvenirs se sont multipliées. Dattes et olives, les deux grandes richesses des jardins d'Amon, la réputation de Siwa. D'avril à juin, le palmier dattier est artificiellement fécondé. Les jardiniers grimpent sur les plants femelles pour y attacher la brindille mâle chargée de pollen. Puis en octobre-novembre, c'est la récolte des dattes. شكرا. عفوا. Il y a 200 millions d'années, l'océan inondait ces lieux irréels, incroyablement magiques. Les organismes marins, algues, plancton, mollusques, capturent les polluants gazeux et assainissent l'atmosphère. Ils précipitent ces gaz sous forme de craie, gypse, nitrate ou phosphate, et surtout libèrent beaucoup d'oxygène. Nous leur devons la vie. Il n'y a pas de vrai silence dans le désert. Écoutez-le. Une mécanique à la fois tellurique et céleste insuffle son énergie entre les grains de sable. Une sourde vibration qui ne trouve d'écho que dans l'infini de l'espace. Elle gronde et râle, mais elle a le temps pour elle. Elle creuse, façonne, pétrit et compose. S'en dégagent ces sculptures immaculées, ces chimères hallucinées, des œuvres fragiles, mais qui nous semblent éternelles. Ce qui embellit le désert, disait le petit prince, est qu'il cache toujours un puits quelque part. Pour moi, c'est l'impénétrable Zarzora. Une excuse en fait pour voyager, pour lutter contre la sédentarité envahissante et ne pas nourrir mon âme d'un même pain trop quotidien. Et le désert, parce qu'il est pur, sobre et exigeant. On y est simplifié, ramené à l'essentiel. C'est ce qui en fait sa force.